Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, comme vous savez, sur cette chaîne, on parle des histoires de vie, on parle de nous, on parle de nos expériences, on échange et on commente dans le respect sur les histoires qui nous sont racontées ici. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout en vous manifestant dans la messagerie, dans les commentaires, à vous qui laissez des messages vocaux sur le numéro WhatsApp qui s'affiche, qui est le 0033 6 29 57 24 87, qui est le numéro de la chaîne sur lequel vous pouvez me contacter pour partager votre histoire. Comme vous savez, ce soir, on va parler d'une histoire forte, une histoire de vie, une histoire qui nous a été rapportée par un papa de la team, un papa qui va nous partager son expérience de vie et nous donner un conseil par rapport à son vécu et savoir si il a eu raison ou il a eu tort de se comporter de la sorte. Merci beaucoup. Alors, notre papa, il a préféré qu'on l'appelle avec son nom authentique, donc on va l'appeler Papa Faustin. Merci pour la confiance et merci pour le partage. Il nous dit ceci. Monsieur Faustin, il est né au Congo démocratique dans la ville de Kinshasa en 1980, le 1er avril. C'est un jour particulier, c'est un jour de mensonge en fait. C'est un jour où on se dit poisson d'avril. Bref, il est né ce jour-là. Il est né de qui? De son père et de sa mère. Alors, son père, il est d'origine Tétéla. C'est une région, une tribu en Afrique au Congo démocratique. Son père est originaire de là et sa mère est originaire de Kananga. Donc, ce sont les gens du Kasaï en général, les Baluba. Voilà. Donc, ils se sont rencontrés à Kinshasa. Son papa, c'est un garçon de Selembao, né, grandi là-bas. Et sa maman, elle, c'était une maman de Bandal. Elle est née à Bandalungwa. Donc, ce sont des quartiers qui ne sont pas très loin, hein, en termes de distance. Ce sont des quartiers voisins. Ils se sont rencontrés là-bas, ils se sont aimés. Sa maman, elle était une femme au foyer, elle ne faisait rien, elle habitait chez ses parents, une jeune fille normale, voilà, qui attendait le mariage, si on va dire ça comme ça. Et lui, son père, c'était un ouvrier. Alors, c'était un ouvrier à l'époque, quand il a rencontré sa mère, il touchait un peu à tout. Il n'était pas encore stable financièrement. Alors, comme il dit, le jour que sa mère est allée accoucher, son papa n'était pas là. C'était en plein jour. Donc, la position qu'il avait laissée la maman à la maison, il n'avait pas fait d'échographie, donc il ne savait pas vraiment quel jour elle allait accoucher. Il savait que elle allait avoir des douleurs et tout ça, et puis on allait l'amener à l'hôpital. Les médecins vont dire ok, elle va accoucher demain ou après-demain. Voilà, comme les gens parlent peu quoi, comme ils attendent. Vous voyez bien que c'est à l'époque. Donc, ce jour-là, quand il est parti travailler, il revient le soir, on lui dit que non, ta femme, elle n'est pas là, elle a accouché d'un garçon. Il n'a pas cru parce que la position qu'il avait laissée, elle était forte, elle avait beaucoup de projets et puis tous les soirs, elle avait l'habitude d'aller prier. Elle partait à l'église. Elle avait son église à Bandal qu'elle aimait bien. Donc, il savait que c'était des blagues. Donc, on lui a dit, hey, ta femme, elle a accouché, on l'a amenée à l'hôpital et tout ça. Bon, comme la grossesse d'une jeune fille ne prenait pas vraiment beaucoup de masse, le ventre était trop petit, il se disait qu'elle ne peut pas accoucher avec un petit ventre comme ça. On disait toujours que le ventre va sortir. Donc, lui, il dit, tellement que c'était aussi les jours des poissons d'avril. Il n'avait pas cru. Donc, le jour que lui, il est né, le 1er avril, là, son papa n'a pas cru jusqu'à ce qu'il a vu 21h, 22h. Il a vu que maintenant, cette femme, d'habitude, elle vient tôt. Elle ne peut pas aller à l'église jusqu'à 22h. C'est comme ça qu'il a... On lui dit, mais ta femme, elle a accouché. Mais c'est vrai qu'elle a accouché. Il se disait que c'était un poisson d'avril. C'est à 21h que son papa a commencé à courir à la clinique de Kitambo. Il est né à l'hôpital de Kitambo. Donc, lui-même, sa naissance, c'était comme une blague. Donc, voilà, ça, c'était pour la petite aventure de sa naissance. Donc, Faustin a vu le jour, le 1er avril 1980. Ses parents sont heureux, sont contents. Ils viennent, ils s'installent et tout ça. Ils sont à Selembao. Hein. À l'époque, ils sont à Selembao. Ils habitent là-bas. Donc, le papa, il continue à travailler. Sa maman a un deuxième enfant, un troisième enfant. Ce sont des enfants qu'ils ont eu successivement comme ça. Donc, la maman, elle était vraiment femme au foyer. C'était une famille vraiment très modeste. Des gens vraiment pauvres. Voilà. Et en tout cas, ils n'avaient pas de moyens. Parce que c'était un bricoleur. Jusqu'à ce qu'il vienne tomber sur une société qui l'emploie comme maçon. On l'emploie comme maçon. C'était un garçon à tout faire, son père. Donc, il commence à travailler comme maçon. Ça, c'est en 1992 qu'il commence à travailler comme maçon. Donc, vous comprenez bien que Faustin est déjà grand. Il a déjà 12 ans. Donc, Faustin, en un mot, ce n'est pas l'enfant des riches. C'est quelqu'un qui a grandi vraiment dans des situations vraiment très précaires. Donc,
En 1992, son père devient maçon dans cette société-là. C'est vraiment un contrat CDI, un contrat stable, vraiment un travail qui va vraiment stabiliser la maison. Donc, ils évoluent. Alors, sa mère, elle, comme c'était une fille de Banda, sa maman, elle avait son église. Ils ont toujours été dans cette église-là, que je ne vais pas citer. C'est une grande église de Bandal qui est bien connue. Voilà. Donc, les gens de Bandal vont connaître cette histoire parce qu'elle est connue à Bandalungwa. Alors, sa mère, eux, ils ont grandi dans cette église-là. On peut dire, prénom que c'est Pasteur Timothée. C'est un nom d'emprunt. Pasteur Timothée, c'est le nom que j'ai choisi. Donc, il prie chez Pasteur Timothée. Pasteur Timothée, c'est le grand pasteur titulaire, mais il a des subalternes. Donc, il prie là-bas, ils connaissent toujours l'église chez Pasteur Timothée, on part à Bandal et tout ça. Sa maman, c'est une fille de là, elle a ses amis, elle a des familles qu'elle connaît là-bas, elle est là-bas. Donc, elle a grandi là-bas, c'est son quartier. Donc, quand ils sont à Bandal, ils sont à l'aise. Parfois, ils quittent l'église, ils partent chez les gens et tout ça. Vous voyez un peu le style de vie des Congolais, quoi. Libre, voilà, la belle vie. Donc, ils évoluent comme ça jusqu'à l'âge de 17 ans. Quand ce fameux jour-là, son papa, je vous ai dit que c'est un garçon de Selemba. Sa mère était à Selemba. La grand-mère de Faustin qui nous a contactés a toujours vendu au marché de Selemba où elle vendait les charbons, elle vendait les ramassettes des charbons là, hein, elle vendait les charbons en un mot, voilà. Quand elle était jeune, elle faisait des grands sacs de charbon, mais avec le temps, elle n'avait plus vraiment de capital. Elle vendait, comme on dit, comme les poussières des charbons, des morceaux de bois, des choses comme ça. Une pauvre grand-mère. Vous voyez un peu que son fils, déjà, il ne s'en sortait pas. Donc, leur grand-mère, elle était pauvre. Alors, quand aujourd'hui qu'il est adulte, qu'il calcule, il se dit, mais ma grand-mère, elle n'était pas âgée, en fait. Elle n'était pas âgée. Et aujourd'hui qu'il est adulte, il comprend que sa grand-mère était devenue Alzheimer. Mais à l'époque, là, on appelait ça la sorcellerie. On ne comprenait pas son comportement. On disait qu'elle est devenue folle. On lui a collé tellement de choses, cette maman-là. Tellement de choses. Mais il sait que les gens disaient que sa grand-mère, c'était une sorcière. Parce que sa tête est disjonctée. Sa tête allait dans tous les sens. Les gens ne comprenaient pas. Il sait que petit, on avait dit à son papa que c'est une maladie. Mais lui, il ne savait pas c'était quelle maladie. En tout cas, chez eux, et il savait. Mais la grand-mère, elle n'habitait pas avec eux. Son papa, il avait des frères et sœurs, mais beaucoup ne se sont pas aussi en sortis. En un mot, c'est comme une famille de pauvres. Hein. En général, ils avaient tous à peu près la même situation. Les autres sont allés dans des quartiers catastrophiques, des filles qu'on n'a pas épousées, elles ont accouché comme ça. Vous voyez un peu les gens des familles africaines. Donc, la grand-mère, elle a toujours habité aussi à Sélimbao, très connue et tout. Sa tête a commencé à disjoncter, sa tête allait dans tous les sens. Donc, on l'a traitée comme on l'a traitée. Alors, malheureusement pour elle, quand il avait 17 ans, il y avait eu le président Kabila qui était entré au Congo. C'était en 1997. Quand le président Kabila entre au Congo, il y avait eu les nouveaux militaires là, les Kadogo. Les Kadogo, ils bloquaient les routes et tout ça. Donc, la grand-mère là, elle était sortie. On avait mis couvre-feu. La grand-mère s'est perdue parce qu'elle était Alzheimer. Alors, comme elle était grand-mère, quand elle passait, il y avait des routes bloquées, les Kadogo faisaient les couvre-feu. La grand-mère ne se retrouvait pas. Mais comme elle était vieille, on la laissait passer. Tu pars où? Oh, je pars seulement là-bas. Je pars seulement là-bas. Vous vous imaginez que la grand-mère, là, elle a marché comme ça jusqu'à Ozone. Imaginez Selembao, où ça se trouve, pour les Quinois qui connaissent. La grand-mère a marché jusqu'à Ozone parce que les Kadogo, les militaires bloquaient la route, ils faisaient couvre-feu. C'était à 20 h ou comment. La grand-mère s'est perdue. Elle s'est retrouvée à Ozone. Quand elle arrive là-bas dans le quartier Ozone, qui est très loin, elle entre dans une parcelle. Maintenant, elle est grand-mère. Elle est bizarre. C'est quelqu'un qui a vendu au marché toute la vie. C'est quelqu'un qui est perdu, qui n'a pas d'essence. Quand elle entre là-bas, les gens commencent à lui demander, tu es qui, Ndoki. On a tapé la grand-mère parce que la grand-mère n'arrivait pas à parler. La grand-mère était perdue. La grand-mère n'arrivait pas à expliquer qu'elle vient d'où, elle va où et tout ça. Les noms des gens qu'elle citait, ce sont ses enfants, ils sont à Selembao. Les autres sont les voisins et tout ça. Elle était Alzheimer. On a tabassé la grand-mère. On a failli dire la grand-mère. C'est comme ça que les gens l'ont laissée. La grand-mère a dormi sur la route et tout ça. Elle était malade. Les gens l'ont ramassée. Les gens de pitié, hein, ça c'est le matin. On l'avait tapé la nuit, on l'a chassée comme une sorcière. Donc, on a failli la brûler même. Mais on l'a laissée quand même parce qu'il y avait les militaires sur la route. Les gens qui l'ont tapé, ces gens de cette parcelle-là. Mais les autres voisins sont déjà rentrés parce qu'il y avait couvre-feu. Donc, la grand-mère, on l'a ramassée le matin par les gens de pitié.
ils ont pris quand même parce qu'elle était blessée de partout. Ils sont partis la jeter dans un hôpital, là-bas à Ozone. Quand on la jette à l'hôpital là-bas, sa tête comme ça vient, ça va. Elle a cité le nom de son enfant, mais elle n'a pas cité Faustin. Parce que Faustin, il n'est pas l'aîné. Il est seulement né en 1980. Mais Faustin a une grande sœur. Et il a des frères et sœurs. Il avait un frère à lui qu'on peut appeler Teddy. Teddy, le petit frère de Faustin, est très connu. Parce que Teddy, il faisait le taxibus. Il était receveur. Il travaillait, donc il faisait des grandes lignes. Donc, elle savait que les gens l'appelaient à l'arrêt des bus, la maman de Teddy, pendant qu'elle a des grands enfants. Donc, elle a commencé à dire que oh, mon fils s'appelle Teddy. Teddy, il fait des taxis à Selembao. Teddy, les gens disent, mais Teddy, il a un taxi-bus et tout ça. Donc, avec le temps, plus on lui posait des questions, plus le nom de ses enfants commençait à venir. Plus le nom de ses enfants commençait à venir jusqu'à ce qu'elle tombe sur le nom de son enfant, le papa de Faustin. Le papa de Faustin. Faustin qui nous a appelés. Son papa, à l'époque, il travaillait dans la société des maçonneries. Teddy, c'est le petit frère du papa. Excusez-moi, ce n'est pas le petit frère de Faustin, c'est le petit frère du papa. Donc, elle disait Teddy qui fait le taxibus. Mais après un moment, elle a cité le papa de Faustin. Comme le papa de Faustin travaillait dans une société connue, une société quand même qui a des structures, si on part le chercher là-bas, on va le retrouver. C'est comme ça qu'on part chercher son fils, le papa de Faustin. On lui dit, il y a une dame ici et tout, elle est perdue, on l'a ramassée sur la route et tout et tout. Il y aura encore couvre-feu aujourd'hui, elle est malade, il faut les soins. Elle dit que tu es son enfant. Donc, le papa est très étonné. Le papa court. Quand il arrive là-bas, il voit déjà la maman, l'état dans lequel est la maman. La maman, on l'a tapé. On a dit qu'elle était sorcière. Il a dit qu'eux, ils ont des Selemba où il n'a pas l'argent et tout. Donc, on lui donne les premiers soins, le temps qu'il quitte aux zones pour retourner encore à Selemba. Donc, vous voyez que ce sont des longues distances et tout. Donc, la maman doit passer la nuit là-bas à l'hôpital. Il fallait venir faire la collecte parce que 20 heures étaient déjà tombées. Il ne pouvait plus retourner à Ozone. Donc, elle est restée toute seule à l'hôpital. Il est venu faire la collecte avec ses frères et sœurs. Ils sont partis sortir la maman de l'hôpital de Ozone. Ils l'ont ramenée à Selembao. À l'hôpital de Ozone, on avait fait les contrôles visuels. Hôpital même, c'est trop dire. Dispensaire de l'Ozone. Même pas clinique. Petit centre. Vous voyez un peu un petit centre où il y a soi-disant un médecin ou un infirmier seulement. On ne sait pas. Donc, il avait vu seulement visuellement comme ça et tout ça. Non, elle a mal et tout. On l'a gardé là-bas. Ils l'ont libérée. Quand ils libèrent la maman, ils reviennent avec elle à Selimbao, chez eux. La maman arrive là-bas. La maman avait fait des hémorragies internes. Personne ne savait, vu qu'elle était aussi Alzheimer. Les choses qu'elle disait que, on va me taper, aïe, aïe, comme si elle a mal. Alors qu'on l'avait tapé déjà la veille. Elle faisait des choses comme ça. Pendant qu'elle avait vraiment mal, on dit que j'ai mal ici en vrai. Elle dit, aïe, aïe, ça fait mal, ça fait mal. Après, ce soir. Après, elle commence à rigoler. Après, donc, elle se calme. Après, elle dort. Après, elle fait des choses comme ça. Donc, on ne la prenait pas au sérieux. Ils ont seulement décidé qu'il faut bien la garder. Dès qu'ils ont gardé leur maman comme ça, le 3e ou 4e jour, la maman est décédée. La maman est décédée à la maison. Pour coups et blessures qu'elle avait reçues quand on était parti la taper là-bas à Ozone. C'est quand maintenant la maman décède à la maison qu'il l'amène chez elle. La maman est décédée. Comment la maman est décédée? Et tous ils ont compris que quand on l'avait tapée là, sûrement qu'on ne l'avait pas bien tapée, elle était peut-être mal tombée et tout ça, la maman a perdu la vie. Alors ça là, ça l'avait tellement stressé, le décès de sa maman. C'était brusque parce que c'était une femme qui avait tout donné pour eux. Et son papa, depuis le décès de sa maman, il a compris que la vie ne valait pas grand-chose. C'était un trauma pour lui. Il a vraiment peut-être sombré en dépression, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, après l'enterrement de sa maman, 3 semaines après, il a tapé un AVC. Pendant que c'était un monsieur qui travaillait, un maçon. Il a tapé un AVC. Donc, le papa aussi tombe malade. Dans la famille, hey, c'est quoi ça, la maladie? Tout le monde les problèmes et tout ça. Le papa tombe malade, on l'amène à l'hôpital. Là-bas, c'est les Mbao. On dit que c'est l'AVC et tout ça. On le déclare invalide et tout. Le papa, il retourne à la maison. Vous comprenez bien que quand il est parti à l'hôpital, il n'a pas fait une journée. Il a fait 2-3 jours. On l'a vite sorti parce que les frais d'hôpital, il faut payer. Qui va payer pour lui? Ça devient que l'infirmier va passer à la maison. Son papa a fait l'AVC. En un mot, sa maman est femme au foyer. Qui va s'occuper de la maison? C'était très dur.
très, très dur quand vous entendez. À cette période-là, Faustin, il avait 17 ans. Donc, il reste comme ça. 9 mois après, Faustin a 18 ans. Galère que vous entendez, galère. Quand leur papa a fait l'AVC, leur maman a commencé à vendre devant la parcelle des beignets. Vous voyez les mamans qui vendent les beignets matinales là. Elle a commencé à faire les beignets, mais les beignets là, ça suffisait pour qu'eux ils mangent aussi la baguette, pour qu'eux aussi ils mangent les beignets à midi, pour que les soirs, il y ait quand même la semoule qu'on peut taper un peu, vous mangez même avec les légumes seulement. Les beignets là, c'était pas des beignets waouh, c'était pas une femme commerçante en vrai. C'était une femme qui est devenue commerçante par rapport aux circonstances. Donc, la galère s'est multipliée. L'école est terminée parce que déjà à l'école, là, ils avaient des dettes. Même quand le papa travaillait, ils avaient déjà des dettes, des retards, des paiements. Ça veut dire que Faustin, il ne peut pas finir l'année. Il était en 5e des humanités. Donc, 9 mois après, il a 18 ans. C'est comme ça que son papa lui dit qu'il faut qu'il aille là où il travaillait, aller voir un chef. Il lui donne le nom du chef, prenons que chef Kassongo. On va voir le chef Kassongo et tout et tout. J'avais déjà causé avec mes collègues qui venaient ici et tout, parce que le papa il était malade. Ses collègues venaient le visiter de temps en temps, on lui donnait des nouvelles du boulot et tout. Donc, il part voir le chef Kassongo. Chef Kassongo, en fait, avait accepté de l'embaucher, lui, à la place de son papa. C'est pour ça qu'il lui a dit d'aller le voir. Bref, il a 18 ans. Il commence à travailler comme maçon à la place de son père, dans la société de son papa. Donc, ça fait un peu que la maison a soufflé. Son papa, il était handicapé du côté gauche, mais il parlait. Même s'il avait des difficultés, quand même, il parlait, il échangeait. Son papa le conseillait beaucoup. Donc, Faustin, qui nous a appelés, a commencé à travailler à 18 ans, pile poil. Il a remplacé son père, donc il avait les salaires. Ça l'a fait grandir, ça lui a donné la maturité. Ses frères et sœurs ont commencé à compter sur lui parce qu'il est devenu vraiment responsable pendant qu'il n'est pas l'aîné. Il n'est pas l'aîné de la famille. Sa grande sœur, elle a trouvé un fiancé dans leur église là de Bandal. Mais un gars qui n'a pas l'argent, lui-même aussi, il avait une boutique. Donc, vous voyez les gens qui vendent au grand marché, qui ont des boutiques, mais des grandes tables, mais on appelle ça quand même boutique. C'est comme une boutique, mais c'est une boutique ouverte sur une table parce qu'ils ont tellement d'articles qu'ils peuvent mettre ça dans des petites boutiques. C'est pour ça qu'on dit boutique, mais ils vendaient au grand marché. Alors, ces garçons-là, vous voyez quand même 1 euro, 2 euros. Il avait quand même des petits moyens. Il pouvait quand même s'occuper de sa sœur. Donc, ça veut dire que ça a beaucoup aidé la maison, ça a allégé. Sa sœur, effectivement, s'est accrochée à lui. Le garçon est venu se présenter. On l'a épousé. Coutumièrement, hein, la fille, elle est partie. Donc, sa sœur est partie. Faustin est resté aîné. Quand il reste, ça veut dire que la sœur donne un coup de main, lui aussi donne un coup de main à la maison. Tout se passe bien. Mais imaginez chez eux, ils étaient 7. Ils étaient 7. Donc, après Faustin, il y avait 5 enfants. Les 5 enfants-là devaient étudier. Et vous voyez que ce sont les enfants qu'on a mis au monde, voilà. Comprenez, lui-même, il est de 1980. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de petits frères qui devaient être scolarisés et tout. Faustin a commencé à travailler. Il est devenu responsable. Mais malheureusement pour lui, 6 ans après l'AVC, son papa est décédé. Quand son papa décède, il ne décède pas de l'AVC, il décède d'une autre maladie. Son papa décède, il reste avec sa maman qui se débrouille toujours avec ses beignets, elle vend les yaourts, elle vend les cacahuètes, elle vend n'importe quoi devant la parcelle parce que depuis qu'elle avait commencé à vendre à l'occasion de l'AVC du papa, elle n'a plus jamais arrêté. Hein? Puis les enfants ont commencé à grandir. Donc, 6 ans après, le papa est décédé et ils sont toujours là-bas à Selembao. Ils déménagent, hein, vous comprenez bien qu'ils ne sont pas des propriétaires. Donc, ils habitent ici à Selembao 5 ans et puis après ils déménagent et tout. Donc, bref, ils sont des gens de Selembao, toute la famille. Donc, il évolue avec sa maman, il paye les études. Au travail là-bas, on lui a fait faire une formation. Parce que lui, il était maçon, comme ça, on l'a ramassé un matin, il est devenu maçon. Donc, il y avait l'opportunité de faire une formation. Lui, il a accepté. Il est parti se former. Donc, on les formait comme maçon professionnel. Il apprend à faire des plans de construction. Comme lui-même, il a dit, il n'est pas ingénieur, mais il est maçon professionnel. Donc, c'est un maçon qui peut te faire un plan, t'expliquer vraiment ici on va casser, ici on ne peut pas faire parce que le poids, parce que il a fait la formation pendant 2 ans. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un à qui on peut se fier. Donc, quand il fait cette formation-là, il retourne dans la même société qu'il avait embauché. Il continue à travailler là-bas. Les salaires est vraiment beaucoup mieux. Il décide de déménager.
Comme il a dit, ils ont pris une maison convenable. Même si c'est toujours à Selembao, parce qu'eux, ils sont des Selembao, les oncles, les tantes et tout ça. Et vraiment, leur histoire, leur vie, c'est là-bas. Les grands-parents étaient là. Donc, ils sont toujours à Selembao, mais dans des très bonnes conditions. Il m'a dit c'est presque vers le côté des Ipen, hein, mais c'est toujours Selembao. Ils habitent là-bas, en tout cas, ça va bien. Ils commencent à habiter, ils habitent, les enfants ont grandi, et tout le monde. En tout cas, lui, l'esprit des responsabilités est ancré en lui. Donc, lui, il vit comme un papa. Il a commencé cette vie-là à 18 ans. Il était responsable. Donc, ses petits frères, en plus, comme son papa lui parlait, il faisait la morale. Il était trop responsable. Il ne voyait pas le temps passer. Il ne voyait pas le temps d'aimer. Il ne voyait pas le temps de construire sa vie. Quand il a eu l'âge de 27 ans, c'est sa maman qui a commencé à les déranger. Ah, Faustin, hein? Je vais porter les petits-enfants. Ah, Faustin, tu n'as vu personne. Faustin, Faustin. Sa maman commençait à lui foutre la pression. Jusqu'à l'âge de 31 ans. Il n'avait trouvé personne, malgré qu'il rencontrait des filles, mais il était trop responsable par rapport à ses petits frères, par rapport à gérer, en fait. C'était ça, son délire, sa vie. Il n'a pas eu le temps pour lui parce qu'il est devenu responsable de tout. À 31 ans, sa maman lui dit, elle va lui présenter une femme. C'est l'enfant d'une famille qu'elle connaît trop bien. Lui-même aussi, il le connaît, mais il ne la faisait pas cas. Sa maman, elle est de Bandal. Elle connaît presque tout Bandal. Toutes les femmes de Kananga de Bandal, elle les connaît. Donc, lui-même aussi, la fille, Gina, il la connaissait. Gina Chanda. C'est le nom authentique. Gina Chanda, il la connaissait. Mais il n'a jamais fait cas qu'il peut l'aimer, quoi. Pourquoi il va l'aimer? Donc, la maman lui dit, ah, Gina, elle est là-bas. Je connais bien sa maman. Toi-même, tu la connais. Ce sont des gens, des filles exemplaires, des filles bien, comme si tu peux te mettre avec elle. Et tout, et tout. Lui, il est de 80, Gina est de 86. Donc, bon, pourquoi pas? Il la connaît. Il accepte. Hein. La même année, là, quand il a 31 ans, vu qu'ils se connaissent, les familles se sont assises, ils ont causé. Gina a accepté. Donc, ils l'ont doté. En tout cas, ils n'ont pas fait les fiançailles. Les fiançailles de 1 an, 2 ans, ils n'ont pas fait ça. Leur relation fait peut-être 3 mois, ils se sont mariés parce qu'ils se connaissaient. Pas par cœur, mais ils se connaissaient, ils savent que ça, c'est l'enfant de... Je la connais. Voilà, vous voyez, quand tu connais quelqu'un, tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Ils se sont mariés. Quand ils se marient, ils ne peuvent plus habiter à Selemba. Gina, elle a dit qu'ils aillent habiter à Bandal. Parce que c'est une fille de Bandal. Donc, ils sont partis habiter à Kimbundu. Ils arrivent à Bandal, ils s'installent. Un petit truc vite fait avec Gina. Donc, elle a gardé ses habitudes. Elle n'est pas loin de sa mère. Et puis, eux aussi sont à Selemba aussi à côté. Il commence sa vie. Gina, elle a fait 1 an pour tomber enceinte. 1 an. Donc, elle met au monde son premier enfant en 2012. Fin 2012. Elle met au monde. Après, elle vient mettre au monde son deuxième enfant en 2015. Ils sont toujours à Bandal. Lui, il a toujours le même boulot. Dans son boulot, il a eu des promotions. La vie commence à bien donner. Ses petits frères aussi s'en sortent, mais il paye les études. Parce que lui, comme lui, il a fait quand même une formation de maçonnerie, il voulait que ses frères étudient aussi. Donc, il a mis 2 de ses frères à l'ISTA pour qu'ils apprennent l'électricité. Donc, c'est lui qui payait ça parce que sa maman, elle continue à vendre des beignets, mais c'est pour l'argent personnel. Ce n'est pas comme si c'est pour payer la maison ou des choses comme ça. Ses enfants l'aident, hein. Ils mettent l'argent ensemble pour l'aider quand même au loyer. Le loyer, ça, c'est l'emba où ce n'est pas les yeux de la tête, mais c'est comme pour son argent, ses besoins personnels. Ses petits frères, ils habitaient là-bas, mais c'est l'emba où est Bandal, c'est à côté. Donc, ils viennent, ils passent à la maison et tout. Tout allait bien. La maman aussi venait, tout allait bien, mais la maman n'est pas loin, et puis elle ne vient pas tout le temps. Mais quand même, elle veut venir, elle vient. Après l'église de Bandal, là-bas, elle passait, il n'y a pas de souci. Le problème est que, lui, quand il a épousé Gina, ils ont commencé à aller dans l'église dans laquelle lui, il a grandi, dans l'église de sa maman, chez le pasteur Timothée. Parce que déjà, ce n'était pas trop loin, mais, et puis il n'y a pas de souci, Gina, elle le connaît, ce sont des gens qui se connaissent. Donc, la maman, elle voit Gina à l'église, c'est pour ça qu'elle ne vient pas tôt à la maison. Il n'y a pas de souci, chacun fait sa vie. Le temps passe. En 2019, il y a eu le coronavirus. Vers la fin de l'année, les choses étaient perturbées. Lui, la façon qu'il gérait son couple, c'est l'homme qui assume. Il paye le logement, il paye à manger, à boire, il vêtit tout le monde, il s'occupe de la maison. C'est un garçon responsable. Comme il était responsable chez eux, c'est comme ça qu'il est devenu responsable dans son couple.
Gina, c'était une fille qui restait à la maison. Elle s'occupait des enfants, une bonne fille, une chrétienne, parce que, à part le bac, elle n'a pas fait d'autres études, et puis c'est pas une fille ambitieuse. C'était une fille qui s'est contentée de ce qu'ils avaient. Lui, il travaillait, elle s'occupait des enfants, aidait lui. Comme il vivait chez eux avec sa mère, elle n'a pas besoin de vendre des beignets devant la parcelle. C'est une jeune femme, vous voyez qu'elle est de 86. Donc, il dit de sa propre bouche, sa femme n'avait aucun projet. Elle n'a jamais eu aucun projet. En 2019, quand il y a le coronavirus, donc les gens restent à la maison, les réseaux sociaux commencent. Et c'est là qu'il permet à Gina d'avoir les réseaux sociaux. Parce qu'il y a le coronavirus, les gens s'est renseignés sur les réseaux sociaux. Mais c'est une fille, depuis qu'ils étaient mariés, ils avaient un Facebook commun. Mais même le Facebook commun, là, elle ne connaissait plus le code. C'est comme si vous ouvrez un Facebook et puis vous mettez vos photos des jours que vous étiez mariés. Après, vous mettez 2-3 photos comme ça, peut-être jusqu'à ce qu'ils ont accouché. Et puis, ils ont perdu le code. Et personne n'a recherché le code ou s'est intéressé. Ce n'était pas une fille des réseaux sociaux. C'était une fille qui reste à la maison, elle ne prépare, elle s'occupe des histoires, elle cause avec ses amis, elle a les portables, elle part chez ses amis à Bandal. Donc, ce n'était pas une fille des réseaux sociaux. Donc, en 2019, elle reprend les réseaux sociaux pour s'informer. Parce que les gens se partageaient des vidéos. Oh, on a dit que le coronavirus comme ça, le coronavirus comme ça. Donc, elle se reconnecte. Gina a sa copine Charlie. Charlie, c'était une fille des Bandal aussi. Charlie, chez eux, ils sont plusieurs. Elle, on l'a épousée, on l'a amenée en Belgique par son gars. Mais elle est mariée depuis longtemps, Charlie. Elle est partie en Belgique. Elle s'est mariée avant Gina. Donc, Charlie, elle habite en Belgique. Donc, lui, il n'a pas connu Charlie. Mais il sait que c'est sa meilleure copine. Elle parle au téléphone et tout et tout. Elle est mariée, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, le petit frère, en 2018, avant le coronavirus, lui, il avait eu beaucoup de marchés. Hein? Ça allait, il a eu de bons marchés. En 2018, ils étaient partis en Afrique du Sud avec Gina et les 2 enfants. C'était ça son plus grand voyage en dehors des voyages qu'il a effectués au Congo, en province. Donc, c'est comme s'ils sont partis en Europe, parce qu'en Afrique du Sud, c'est vraiment très joli. Donc, en 2018, ils avaient voyagé, et en 2019, fin 19, il y a eu le coronavirus. Le temps passe. En 2021, Charlie dit à Gina que son petit frère doit voyager. Son petit frère, là, avant, il était à Bandal. On l'avait envoyé étudier à Lubumbashi, chez leur oncle. Il a étudié, mais il n'a pas fini parce que leur oncle était décédé. Donc, il a commencé à galérer là-bas à Lubumbashi. Maintenant, elle a dit, son petit frère doit venir à Kin. OK? Mais chez eux, elle ne veut pas qu'on sache qu'elle est en train de faire monter son petit frère. OK? Parce que s'il habite là-bas, on va connaître sa position. Que son petit frère vienne habiter chez elle. Qu'elle fasse comme si elle a besoin de son petit frère. Comme chauffeur, comme garçon de course, comme garçon à tout faire. Donc, il vient de Lubumbashi. C'est comme s'il a trouvé un job chez elle. Comme ça, il fait sa vie, ses démarches tranquilles. Pas, il monte. Parce que Charlie et Fiston, son petit frère, ils ont la même maman. Les autres là, ils n'ont pas la même maman. Donc, elle ne voulait pas que ses frères et sœurs, demi-frères, apprennent qu'elle est en train de faire voyager Fiston. Donc, c'est une stratégie pour qu'ils sachent que Fiston est à Kin, mais il habite chez ma copine. Ma copine, il aide ma copine le dépanne, que ça soit un peu propre. Après, ils vont seulement apprendre que Fiston est monté en Europe. OK, donc il n'y a pas de souci. Elle lui explique, Faustin, il n'a pas de souci, c'est sa copine, il lui a expliqué, c'est la vérité. C'est son vrai frère. Donc, il n'y a pas de souci. Fiston vient à la maison. Mais avant cela, il dit que depuis que sa femme a commencé les réseaux sociaux pour Corona est terminé, elle a commencé à lui parler des coachs. Oh, il y a des coachs, la coach avait dit comme ça. Oh, les coachs ont dit comme ça. Oh, les coachs là, ce sont des qui? Oh, ce sont des femmes là, elles sont sur YouTube, elles sont sur Facebook, et tout ça, elles donnent des conseils et tout ça. Ce sont des femmes mariées, oui, ce sont des femmes mariées, des choses comme ça. La coach a dit, oh, relation toxique. La coach a dit. Bon, il a dit, ce sont les choses des filles, hein. Comme les filles se font des photos, des choses comme ça. C'est une femme, elle est dedans.
Oh, 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 parce que elle, depuis qu'elle a accouché en 2015, son deuxième enfant, elle n'a plus eu de grossesse. Elle n'a plus eu de grossesse. Donc, elle était un peu frustrée pour ça parce qu'elle voulait avoir beaucoup d'enfants. Elle a commencé à lui sortir des choses des côtes et tout. Lui, en tout cas, il ne s'en occupait pas. Elle a commencé à lui dire que non, lui fait que travailler, ils n'ont pas de vie sociale dans la maison. Elle a l'impression qu'elle est comme un pot de fleurs. Une femme doit être indépendante. Lui, il sort, il part faire sa vie. Donc, en fait, lui, il a sa vie. Elle l'accompagne vivre sa vie à lui. Il a dit comment ça? Il dit non, c'est comme si moi, je n'ai pas de vie. Je vis ta vie à toi. Moi, je ne fais rien. Et tout. Il dit, mais toi, tu as voulu faire quelque chose. Moi, j'ai refusé. Tu veux faire comme quoi? Ah bon? Les enfants étaient petits. Maintenant, les enfants, ils vont à l'école. Ils sont déjà grandis. Si tu veux faire quelque chose, tu fais quelque chose. Si tu veux chercher un travail, tu cherches un travail. Mais moi, en tout cas, moi, je ne t'ai jamais interdit de faire quoi que ce soit. Après, il vient lui dire non, elle veut qu'il lui donne l'argent. Elle veut faire le commerce. Elle veut aller en Chine. Il lui a dit, je veux prendre l'argent comme ça. L'argent que tu veux, c'est combien? Oh, tu essaies de me trouver même 10 000. Pourquoi elle avait dit 10 000? Parce que quand ils étaient partis en Afrique du Sud en 2018, il avait acheté aussi une RAV4. RAV4 nouveau modèle. OK? Et en 2019, il a acheté une parcelle à Selimbao. Parce que lui, c'est un garçon de Selimbao. Mais il était locataire à Bandal. Quand il avait eu la promotion au travail, il a eu l'argent, ils ont quitté Bandal, ils sont partis habiter à Kitambo. Ils ont déménagé. Bandal et Kitambo, c'est juste à côté. Vous voyez bien que c'est une histoire de vie. Ils se sont mariés en 2011. Jusqu'à là, je vous raconte, ils sont déjà déménagés de Bandal. Ils sont à Kitambo. Quand il a eu l'argent, il a acheté les terrains à Selimba. OK? Selimba, là où il a grandi, là où sa mère vit, là où il a ses oncles, ses arrière-grands-pères, tout le monde vivait à Selimba. Il a acheté les terrains à Selimba. Là-bas, c'est chez eux. Donc, le terrain de Selimba, là, il avait fait un vite fait dedans, hein, petit 2 pièces, où il a mis sa mère. C'est sa maman qui habitait là-bas à Selembao, mais lui, il est locataire à Kitambo. Donc, elle, maintenant, elle lui dit qu'elle veut l'argent pour aller en Chine. Lui dit, mais moi, je n'ai pas l'argent pour aller en Chine. L'argent pour aller en Chine, c'est combien? Tu veux aller acheter quoi en Chine? Toi, tu n'as jamais fait de commerce, même pas des bonbons. Directement, tu vas aller en Chine. Je vais dire, oh, mais toi, tu as acheté les terrains, tu as construit pour ta maman. C'est comme si moi, je suis perdante. Il a dit déjà, quand sa femme lui a sorti ça, en 2022, il était étonné. Tu es perdante. Tu es perdante comme quoi? Tu as perdu quoi? Oh non, moi, je suis perdante. Toi, tu as acheté les terrains, tu as construit toute une maison, tu as mis ta maman dedans. Mais quand j'avais acheté, tu étais là. Quand j'ai construit la maison vite fait là, tu étais là. Ça s'est passé en 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. 4 ans après, c'est quand tu viens, oh non, maintenant moi dans tout ça, je gagne quoi? Il a dit, quand il n'en revenait pas. Sa femme voulait gagner quelque chose dans le mariage. Qu'est-ce que tu veux gagner? Oh non, moi, il faut que tu me trouves aussi un capital parce que l'argent, quand il s'agit de ta famille, l'argent sort facilement. Moi, quand je viens avec un projet, tu commences à discuter, tu veux me mépriser, tu veux montrer comme si je ne connais pas. Les gens partent, je connais un tel, je connais un tel. Vous voyez, c'est une fille dépendante. Il a dit, OK, j'ai écouté, on verra ce qu'on va faire. La femme, c'est devenu la chanson. Tous les matins. Oh, comme tu pars là-bas, tu dis quoi? Oh, comme tu pars là-bas, est-ce que tu mets l'argent à côté pour moi? Oh, quand tu pars là-bas, quelqu'un a un projet, même si tu vas me donner 10 000, trouve-moi même 2 000. Il y a des gens qui commencent même avec 2 000 et tout ça, tout ça. Donc, vous comprenez bien que elle a commencé à lui foutre la pression. Donc, vous voyez bien que ça va de pression en pression, pression en pression. Madame veut l'argent, elle est passée de 10 000 à 2 000. Elle discute tous les jours, elle parle dans son comportement. Elle a commencé à avoir des écarts de langage avec la maman de Faustin. Parfois, elle dit, ma parcelle là-bas et tout ça. Donc, quand elle parle de la parcelle où la maman de Faustin vit, leur maison qu'ils ont achetée, elle parle donc pour montrer que c'est pour moi et tout. Donc, la femme a changé. La femme a complètement changé. Il n'a pas tenu compte de ça. Il savait que, bon, peut-être il va faire un effort à partir de la fin de l'année 2022. Il va commencer à économiser pour qu'elle parte en 2023. Mais quand elle faisait le bouquin là, il ne cherchait pas l'argent parce qu'il avait d'autres priorités. La maison dans laquelle vivait sa mère, elle était faite, mais il y avait beaucoup de travaux à faire. Ce n'était pas en condition. Vous voyez que c'est un truc qu'il a tapé vite fait. Il a vraiment construit vite fait. Il n'est pas hyper riche, il est juste maçon.
Donc, c'était compliqué. Donc, pour lui, il savait qu'il allait faire un effort pour 2023. Voir si elle est vraiment déterminée, si elle va rester sur ça. Donc, ça se passe comme ça. Elle commence à lui sortir que on ne sort pas, on vit comme des vieux, toi tu es tout le temps boulot, boulot. Et il a dit, c'était horrible. Il a dit, depuis l'année 2020 jusqu'en 2022, il ne reconnaissait pas sa femme. Elle passait son temps à se plaindre de lui. On ne sort jamais, tu fais que travailler, tu es trop sérieux, et la vie, ça c'est vie, et moi, parfois, je m'ennuie, les gens, parfois, ils laissent aussi les enfants, ils sortent et deux, et ils font comme ça. Il dit, mais tout ça là, on va faire comment? On est déjà parti en Afrique du Sud, je t'ai fait plaisir. Dans la vie, il faut s'installer aussi. Oh, on n'a rien, on a comme ci, on a comme ça. La femme est venue lui sortir que elle voulait mettre, c'était dans l'année 2022, qu'elle vient lui dire, elle veut mettre ses enfants à l'école privée. Elle veut les mettre à l'école anglaise parce qu'ils doivent évoluer et tout ça. C'était vraiment très, très compliqué. Très, très compliqué pour lui. Ça s'est très mal passé dans son couple. Bref, le petit frère de sa copine est venu habiter chez eux la même année 2022 là. C'est cette année-là que le petit frère devait partir en Europe, Fiston. Donc, quand Fiston arrive, lui, il est dans les stress que sa femme le fout parce qu'elle veut de l'argent. Donc, souvent, c'est des prises de tête, ils sont de mauvaise humeur. Parfois, elle boude, parfois, elle fait la gueule, parfois, elle parle mal à sa mère. Sa mère vient lui faire des rapports. Oh, Chantama m'a manqué de respect, des choses comme ça. Donc, vous voyez que c'est une année perturbée. Un jour, le pasteur l'appelle. Le pasteur de sa maman, pas pasteur Timothée, mais un autre pasteur, mais c'est l'église de pasteur Timothée. Le pasteur l'appelle, oh, il faut que je te voie, il faut qu'on parle. Ok, il part chez le pasteur, il connaît le pasteur, il est habitué à lui. Oh, mon fils, tu vois, ce sont des choses que j'ai préféré qu'on parle de homme à homme. Je suis serviteur des dieux, je te connais, je connais la famille, je n'ai pas voulu créer scandale. J'ai parlé avec Fiston, le petit frère de Charlie, hein, sa copine qui est en Belgique. Fiston m'a révélé des choses très graves. Oh, c'est quoi? Fiston, comme il est dans la maison là chez toi, il est en train de faire des démarches pour l'Europe. Apparemment, son dossier est compliqué. Sa sœur a déjà envoyé tous les papiers parce qu'on cherchait les visas. Dans la voie légale, ce n'était pas business. Sa sœur a envoyé tous les papiers. Son mari est belge, congolais, hein? Son mari est belge, congolais. Ils ont fait entrer tous les papiers et tout ça. Mais le dossier est en train de bloquer pour des futilités. C'est comme ça que Fiston vient me voir pour me dire que, pasteur, il faut qu'on prie pour ma situation. Je ne sais pas. Moi, comme je suis là, dans la maison d'Eya Chanda, Gina, d'Eya Gina Chanda, Yajina était tombée avec moi. Donc, ça, c'est Fiston qui part confesser chez le pasteur parce que ces démarches des visas ne donnent pas. Maintenant, il se demande si ce n'est pas ça. Il va dire au pasteur que le pasteur l'aide, à prier, si le pasteur peut même lui permettre qu'il vienne habiter à l'église. Chez eux, on ne saura pas. Chez eux, on saura seulement qu'il est chez Yachanda. Lui, il peut venir comme ça dormir à l'église, que le pasteur le fasse entrer en prière. Comme ça, lui, il fuit la maison de Gina, qu'il a habité à l'église. Donc, quand il a fait ces aveux-là, le pasteur, ça l'a choqué parce qu'il connaît très bien Faustin et sa famille. Il n'a pas préféré dire à la maman, il a préféré dire à Faustin lui-même pour qu'ils essaient de régler ça entre eux. Fiston ne veut pas, mais Fiston s'est retrouvé dans cette situation-là parce que c'est Ya Charlie, c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé, Ya Chanda. Donc, on lui a annoncé que sa femme le trompe avec le petit là qui habite chez lui. Il était dépassé parce que le pasteur lui a donné beaucoup de détails de la voiture, comment ils sortent, parce que bien sûr qu'elle a appris à conduire. Hein. Elle conduit la voiture là, elle dit que les femmes modernes partent chercher leurs enfants à l'école, elle fait des vidéos avec ses enfants dans la voiture. Une jeune femme, comme les jeunes femmes vivent. Ça l'a dépassé, ça l'a choqué. Quand il a quitté là-bas, directement, il est parti chez les Chanda. Il est parti s'asseoir là-bas. Il a fait asseoir les responsables des Chanda qui étaient là-bas. Il leur a dit ce qu'on vient de leur dire par les pasteurs. Ils étaient vexés parce qu'ils ne savaient pas comment rentrer chez lui. Ça veut dire qu'il a accusé d'abord Chanda avant de lui poser la question. Et après ça, il est rentré chez lui. Il a dit à Chanda qu'il va dormir au salon. Elle lui a demandé pourquoi.
Oh non, va demander au pasteur. Que j'ai demandé au pasteur. Si tu ne veux pas aller demander au pasteur, demande à Fiston qui est dans la maison. Que Fiston te dise ce qu'il a dit au pasteur. Je vais protéger mon cœur. Mon père est décédé d'un AVC. Je ne vais pas faire AVC, laisse-moi dormir au salon. Quand il a dit ça, elle-même, elle a compris, parce que le gars, il dit, il va dormir au salon. Elle a appelé Fiston. Qu'est-ce que tu es parti dire au pasteur? Qu'est-ce que tu as dit au pasteur? Vous êtes comme ça, vous êtes des sorciers. Chez vous, d'ailleurs, vous êtes des sorciers. Je suis venu ici pour détruire mon mariage. Il a dit, lui, il a dit, va demander au pasteur. Ou alors demande à Fiston. Il ne lui a pas dit ce qu'on lui a dit. Elle a commencé à parler. Tu es venu pour détruire mon mariage. Vous êtes toujours comme ça. Charlie même, quand on grandissait, ta grande sœur, elle m'avait trahi, elle m'avait fait... Elle a commencé à bavarder, bavarder, bavarder. Il ne voulait rien entendre parce que il ne voulait pas de soucis. Lui, il a vu son père, comment il a détruit sa vie. Il a dit, je vais dormir au salon, je prends sur moi, je suis en paix, je n'ai pas de problème, je sais que la femme, elle a marché, moi, je reste dans la paix. Il ne voulait pas d'AVC. Il était dépassé, c'est pour ça qu'il était parti chez les Tchanda. Parce qu'il ne savait pas à qui il allait raconter pour que ça ne fasse pas scandale. Il s'est dit que j'ai raconté ça chez eux, ils vont cacher. Parce que si je n'ai pas raconté ça directement chez nous, c'est les dégâts. Mes frères et sœurs, comme ils m'aiment beaucoup là, ils viendront la taper, ils vont la jeter dehors. C'est pour ça qu'il a préféré ça. Donc, il a raconté ça chez la famille de la femme. Elle a bavardé, bavardé, bavardé. Le matin, elle a chassé Fiston. Elle chasse Fiston sans être partie voir le pasteur. Il dit, tous ces comportements-là, ça m'a encore vexé. Je me suis dit, elle connaît quelque chose. Pourquoi elle a chassé Fiston? Pourquoi elle a chassé Fiston? Quand on chasse Fiston, Fiston part à l'église. Il part habiter à l'église. Donc, finalement, sa volonté s'est accomplie. Il est parti habiter à l'église. Lui, il n'a rien dit. Quand il est rentré seulement, il lui a dit le soir, je ne veux plus te voir ici. Tu sais ce que tu as fait? La fille lui sort que elle est des Kananga. Elle est des Kananga. Chez eux, il n'y a pas de Chibao. Ce qu'il est en train de dire là, il veut l'accuser, la calomnier. Il va croire au boba, au pipeau, à n'importe quoi que Fiston raconte sur elle parce qu'il a la dépression pour aller en Europe. Il est stressé. Et sa grande soeur n'a pas d'argent. Ils sont des pauvres en Belgique. Si ces démarches ne donnent pas, ce n'est pas à cause d'elle. C'est pour ça qu'il raconte n'importe quoi. Il est dépassé. C'est un garçon mytho et tout et tout. Elle, de toute façon, elle est des Kananga. Du Chibao, c'est Mbujimaï. Elle est des Kananga, ça ne peut rien lui faire. Ce qu'ils disent là-bas, c'est faux. S'il est sorti au salon, c'est lui-même. Elle a commencé à parler. Il lui a dit, écoute, je ne vais pas faire la WC. Sors de ma maison. Avant que j'appelle mes petits frères et sœurs qui viendront te sortir pour moi. Toi-même, tu les connais, sors de la maison. C'est comme ça que le lendemain, elle fait ses bagages. Elle part habiter chez sa mère à lui. Chez sa mère à lui, Faustin. La maman avec qui elle ne s'entend pas. La parcelle qu'on a achetée, qu'elle ne veut pas qu'on construise là. Elle est partie habiter là-bas. Elle dit à la maman qu'ils ont des problèmes. Elle est venue ici pour le moment. Elle ne veut pas rentrer chez eux. La maman comprend que c'est elle la belle-mère. Parce que quand une femme rentre chez eux, ça veut dire que le mariage est terminé. Quand une femme ne veut pas rentrer chez eux, elle veut arranger son couple, elle peut habiter dans la belle famille parce qu'elle sait qu'on va arranger. Parce que quand tu rentres chez vous, toi, on t'a épousé, tu ne peux pas rentrer chez vous comme ça. On avait quand même doté. Donc, la maman la reçoit. La maman vient lui demander. Maintenant, sa douleur était que s'il dit à sa maman comme ça, c'est là qu'il allait avoir la peine parce que c'est l'échec, c'est la honte, les tourments. Il ne voulait pas dire à sa maman. Donc, il a porté ça presque 3 semaines. La personne avec qui il parlait, c'était le pasteur. Le pasteur lui disait, si tu veux, tu peux lui pardonner. Comme tu as gardé les secrets, tu as dit seulement dans sa famille à elle. Et bien sûr, de sa famille a caché. Sa famille l'avait convoqué elle-même la fille, mais sa famille a caché, sa famille n'a pas dit aux gens. Sa famille n'a pas raconté. Ça veut dire que c'est responsable. Comme tu n'as pas dit à tes parents, tu n'as pas dit à ta mère, et qu'elle est chez ta mère, c'est comme un problème banal. Si tu veux, tu peux lui pardonner. Il a dit, pasteur, mon cœur, dans mon cœur, je ne peux pas lui pardonner. Mais je suis en train de protéger mon cœur. Je ne veux pas de stress. C'est pour ça que je ne veux pas commencer à parler. Parce qu'en voulant parler, ça va commencer à m'affecter quand les gens vont commencer à réagir. Donc, je suis en train d'essayer de digérer ça.
essayer de digérer ça. Donc, le temps qu'elle habite là-bas, ça se passe très mal parce que les enfants sont restés avec lui. Elle est agitée, elle est à pied et tout ça, elle a pété un câble. Elle a commencé à les harceler, les téléphoner. Si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas me jeter comme ça. Moi, je ne vais pas sortir les mains vides. Moi, j'ai tout donné. Tout ce que tu as eu avec moi. Ça ne peut pas terminer comme ça. Ça ne peut pas terminer comme ça. Tu ne peux pas me chasser comme ça. J'ai viens habiter à Selemba où moi, je suis une fille des bandades et tout, et tout, et tout. Donc, ça a commencé les bruits. Elle appelle parce qu'elle, elle ne nie pas, elle n'insinue rien. Il ne lui a rien dit officiellement, mais elle est seulement fâchée. Elle est seulement fâchée. Donc, lui, quand il voit que les bavardages ont trop dépassé, elle fait déjà 1 mois et demi, elle passe sur 2 mois chez sa mère. Elle ne comprend pas sa position, il ne lui donne pas l'argent, elle commence à être foirée, elle devient énervée. Il y a des jours, elle vient à la maison, chez elle là-bas. Elle vient à la maison, elle va crier, elle va crier, elle va crier, elle va crier. Il lui a dit, écoute, on va divorcer. Lui, il lui a dit, on va divorcer. Tout ce que tu fais là, les grimaces, on va divorcer. Moi, une femme qui a marché dans ma maison, on t'a piétiné dans ma voiture, on va divorcer. Elle a dit, ce n'est pas ta voiture, c'est notre voiture. C'est notre voiture. La fille lui a sorti ça. Et c'est leur voiture à eux deux. Donc, le monsieur comprend que ici, ça sera du lourd. Ça se passe comme ça. Il commence les palabres. La maman à lui, Faustin, commence à lui poser les questions. 1000 fois, papa Faustin, c'est quoi? Pourquoi elle est là-bas? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi 1 mois et demi, mon fils? C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il n'arrive pas à dire parce que il connaît ses petits frères et sœurs. Il viendra la chasser même là-bas chez la maman. Et c'est tout ça là-bas qu'il voulait éviter parce que il voulait pas d'angoisse, des pressions, que tout le monde commence à l'appeler, commence à lui parler, lui donner comme. Non, il voulait pas la pression du monde. Donc, il ne dit pas à sa maman. Il dit seulement à sa maman qu'ils vont divorcer. Ils vont divorcer. C'est très grave, ils vont divorcer. La maman commence à se faire des films. Elle t'a volé l'argent. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a marché dans les mariages. Pourquoi tu parles de divorce? Il a dit, je ne peux plus seulement. Je ne peux plus. Elle aussi, elle sait que je ne peux plus. Il n'a jamais dit à sa maman officiellement. Chacun a déduit ce qu'il veut. Il n'a pas dit. Il lui a dit à elle. Elle est partie prendre un avocat qui est l'ami de son cousin. Son cousin est un ami, elle connaît l'ami là, donc lui aussi le connaît. Donc, elle a pris l'avocat là, je ne sais pas s'il y a des $100 ou des $100 pour qu'il la défende. C'est un avocat au barreau. Comme ça, ils vont faire les divorces. Il a appelé l'avocat là, comme il le connaissait. Il a dit, mon frère, je n'ai pas besoin de tout ça là. Commence à me traîner au tribunal. C'est pour qu'on divorce, on se partage quoi? Moi, ce que j'ai dans la vie, c'est seulement la partie de Selemba. C'est tout ce que j'ai dans ma vie. Elle veut qu'on aille au tribunal pour qu'on se partage quoi? Oh non, la maison, elle habite par rapport à comment vous avez commencé la vie, et tu n'avais rien, et tout ça. Quand on regarde aussi l'équivalence, c'est que tu as gagné, c'est que il a dit, mon frère, à part la maison de Selimba, je n'ai rien. Je n'ai rien. On va au tribunal, pourquoi? Oh, elle a dit qu'elle veut la maison de Selimba. Et elle veut la RAV4. La voiture qu'il a achetée en 2018. Là, c'est en 2022. Elle veut et la maison et la voiture. Oh, lui, il est locataire. Mais seulement, il a un peu des moyens. Hein? L'argent, quand même, hein, il voit. Mais il a un peu des moyens parce qu'ils sont même partis en Afrique du Sud. Il est locataire. Donc, il a dit, si c'est ça qu'elle veut, il n'y a pas de souci, on va divorcer, je vais lui donner ça. Il a évité les problèmes. Il a évité l'AVC. Il a évité tout ça parce que c'est d'abord un croyant et c'est un homme sérieux. C'est quelqu'un qui s'est occupé de ses frères et sœurs depuis l'enfance. Donc, il est tellement responsable qu'il aime se mettre à la place des autres. Il aime que les autres. Donc, il a dit, je vais lui donner. C'est à moi de mes enfants. Je vais lui donner parce qu'elle n'a rien. Si elle pense que c'est ça que moi je valais, je veux lui donner ça. Je veux lui donner. Il a dit, mieux vaut que ça soit dans ses mains. Je suis en paix. Au lieu que ce soit dans mes mains, elle me stresse, elle me suit, elle m'insulte, elle me fout la pression, me rappeler tous les jours. On l'a piétiné par notre petit garçon de 24 ans. Il a accepté, on a déclaré les divorces, il lui a donné et la maison et la voiture. Il a délogé sa mère, il a mis sa maman dans sa maison à lui pour qu'elle s'occupe des petits-enfants parce que déjà, après les 1 mois et demi, là, quand ils ont décidé de divorcer, il avait déjà récupéré sa maman pour qu'elle vienne l'aider pour les enfants.
la famille de la femme. Finalement, elle-même, elle a dit à sa famille que, oh, il m'a jamais rien dit en vrai. Il a dit qu'on divorce. Elle avait compris que la maman ne savait pas. Donc, la famille de la femme n'est jamais venue discuter pour dire que notre fille n'a rien fait. Ils ont commencé à dire qu'il y a l'ingratitude, il y a des gens, tu les rencontres, il n'a rien. Quand maintenant il a, il commence à te jeter, il commence à te comme si, bon, bref, les gens, ils ont parlé. Donc, elle est restée avec officiellement, mais lui n'a pas dit à sa mère que comme tu es là, la maison, je lui ai donné comme ci, comme ça, non. Il a dit à sa maman, elle habite là-bas parce qu'elle est la maman de mes enfants. Mais il ne lui a pas dit que je lui ai donné ça officiellement, c'est pour elle. Il n'a pas dit. Parce qu'on allait le voir trop mouton et tous, ils savaient qu'il avait divorcé sa femme. Donc, il reste ça, avec ça sur le cœur, il avale la salive, comme on dit. Il commence à élever les enfants. En 2023, elle est libre, non? Elle a une maison à Silimbao et elle a une voiture, la RAV4. Elle n'est pas partie en Chine. Elle n'a pas de l'argent pour aller en Chine. Donc, elle commence à se promener, femme indépendante, elle se promène à Kinshasa. Elle va tomber sur un homme marié. En 2024, elle a accouché. Le petit fiston là, ses démarches n'ont pas marché parce qu'en effet, sa grande sœur, peut-être que leur situation en Belgique, ça ne pouvait pas donner le visa dans la voie légale. Donc, en 2024, sa grande sœur l'a fait partir en Turquie. Et après, il ne connaît pas la suite parce que ce n'est pas son ami à lui, c'est l'ami de son ex-femme. Mais il a su qu'il est parti en Turquie parce que le pasteur lui a dit, vu que le petit là, il habitait à l'église, il est parti en Turquie. Donc, elle reste avec la voiture. Elle tourne, elle tourne. En 2024, elle a accouché. Quand elle a accouché, comme il ne connaît pas sa vie détaillée, il sait seulement qu'elle a vendu la voiture. Alors, pourquoi elle a vendu la voiture pendant qu'elle sort avec un homme marié? On ne sait pas. L'homme marié l'a abandonné? On ne sait pas. Et tout ça. Donc, pour les enfants, il lui a interdit de voir les enfants parce que il lui avait donné la maison et la voiture. Il a dit, comme tu voulais le matériel, tu prends les matériels, mais tu me laisses des enfants. Mais il a les nouvelles parce qu'elle habite à Silemba, où lui, il a grandi à Silemba, où tout le monde est là-bas, les gens de leur famille. Donc, les gens la voient et les gens comprennent sa vie et tout. Mais elle ne voit pas les enfants. Il lui a interdit les enfants. Et puis, eux, ils sont à Kitambo, c'est un peu loin. Pourquoi il a partagé cette histoire? C'est pour dire que il s'est protégé vu qu'il a vu son père décéder. Il a dit, tu vois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, tu ne peux pas savoir pourquoi. Mon père, quand on avait tapé sa maman, ça l'avait choqué parce que c'était sa maman. Il aimait sa maman. Il a dit, on n'a pas compris ma mère, on l'a traitée vraiment comme une sorcière pendant que c'était la maladie. Et il a fait l'AVC après le décès. Il a dit, ça veut dire que nous, on ne supporte pas les problèmes. Je ne veux pas tenter. Je ne veux pas m'infliger ça. Je ne veux pas porter ce fardeau-là. Je veux la paix parce que il y a des paix qui partent à cause de la pression. Quand les gens te rappellent, les gens te martyrisent, les gens te donnent les idées. Du coup, ta paix part et tu restes concentré sur le problème. Lui voulait rester concentré sur son travail, sur ses valeurs. Et alors, comme par hasard, ou par coïncidence, ou par libération, dès que la femme là est partie, il a commencé à avoir des contrats de construction à titre personnel. Il a eu des contrats, il dit, elle est partie en fin 2022. L'année 2023, il était tellement béni qu'il a acheté une parcelle à Bibois. Là qu'on raconte l'histoire, il est en train de construire, il dit, la maison que j'ai construite à Bibois, c'est même 8 fois plus grand que la maison de Silemba. Parce que la maison de Silemba, c'était comme une mise en valeur que je me battais pour arranger pour ma mère. Mais à Bibois, j'ai fait un plan, une maison de 5 chambres, et je vais monter. C'est ça la maison qu'il est en train de construire. Vous savez qu'il est maçon lui-même. Il est en train de construire sa maison à Bibois. Et à Kitambo, il avait déménagé en 2023 qu'il a déménagé de Kitambo, de la maison, il habitait avec elle. Il est toujours à Kitambo pour l'école des enfants, mais il a changé seulement de maison parce qu'il s'est dit peut-être que dans cette maison-là, ils ont fait des choses. Donc, il a changé de maison. Il est toujours locataire à ce jour, mais il construit sa maison à Bibois. Et pour la voiture, il a acheté une voiture simple Mazda parce qu'il s'est concentré dans la construction. Et elle, aujourd'hui, elle a la maison de Selemba. Elle habite là-bas, elle a déjà décoré comme une jeune fille. Elle a un bébé, mais elle est piétonne. Elle qui s'est vantée, je suis une fille de Banda, je suis une fille de Banda.
Aujourd'hui, elle est une piétonne à Selimbao. Elle est une piétonne, mais par contre, elle est propriétaire à Selimbao. Il était choqué parce que la voiture dans laquelle elle snappait, on lui a donné ça. Elle n'a même pas fait 2 ans avec. Elle a vendu. Elle a vendu pendant que, soi-disant, elle avait un mec. Il a dit, pourquoi quelqu'un peut briser sa vie comme ça par rapport aux choses qu'elle voit sur les réseaux? Elle voulait la vie à 1000 à l'heure. Il dit, imagine, ma femme me disait qu'on mette les enfants à l'école anglaise. Pourquoi on allait les mettre à l'école anglaise? On parle français. Au Congo, on parle français. On n'a pas d'argent pour ça. Pourquoi on allait... L'école anglaise, ça coûte cher. Donc, dès qu'elle voyait que j'avais facilité peut-être de lui laisser 100 dollars ou 150 dollars, pourquoi elle voyait qu'on est devenu très riche? Très riche. Donc, elle multipliait toujours les montants, elle multipliait. C'est pour ça qu'elle a pensé qu'elle pouvait commencer un business avec 10 000 euros. Pendant que je ne pouvais pas lui donner 10 000 euros en vérité, je pouvais lui donner peut-être 2 000, mais j'avais l'intention de faire les économies en 2023. Ma vie était tellement bloquée. Dès qu'elle est partie, c'est comme si Dieu m'a récompensé ou il m'a soulagé. En tout cas, il m'a ôté. Il m'a ôté vraiment ce tourment-là qui était en moi. Donc, notre papa est venu partager son histoire pour nous dire que parfois, on peut éviter le pire. Ce n'est pas facile de porter un fardeau, mais un fardeau qui va te ramener des problèmes, c'est mieux de le porter. C'est mieux de le porter. Aujourd'hui, s'il témoigne avec son vrai nom et le vrai nom de sa femme, c'est parce qu'il a vraiment tourné la page, parce qu'il a décidé que lui, il va se marier le jour que son dernier enfant, qui est né en 2015, aura 18 ans. Quand son dernier enfant aura le bac, c'est quand lui va se marier, qu'il va chercher une autre femme. Parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'enfants, il n'a que 2. Il veut les protéger, leur offrir le meilleur que lui, son père n'a pas pu lui offrir parce qu'il n'a pas eu des bacs dans la voie normale. Il a coupé les études, il a arrêté les études à 17 ans pour aller remplacer son père au travail. C'est ce que lui ne veut pas. Il a dit, j'ai 2 fils, je vais les éduquer pour qu'ils soient des hommes demain. Je vais les éduquer. Donc, il ne veut pas qu'une femme vienne dans sa vie comme ça, les taper, les martyriser pour lui. Non, il ne veut pas. Lui-même, il va se marier quand son fils de 2015 aura 18 ans. Donc, vous-même calculez d'abord. Notre papa est de 1980. En tout cas, c'est une décision très dure. Je ne sais pas s'il a raison, s'il a tort. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de sa réaction. Comment vous jugez sa réaction d'avoir gardé ce lourd de fardeau dans son cœur? Ce n'est pas évident. Moi, quand j'ai réfléchi à ce qu'il a écrit, il a dit, je ne sais pas si garder aussi un fardeau, c'est une bonne idée. Est-ce que garder un souci dans le cœur, c'est une solution? Ça ne va pas t'étouffer, ça ne va pas accentuer. Ou c'est garder pour ne plus y penser? Si c'est pour ne plus y penser, parce que c'est vrai aussi ce qu'il a dit que quand tu racontes ton histoire, les commentaires, les conseils, parfois ça vient et ça te fout la pression. Et du coup, ça te garde toujours dans cette histoire-là. Ça commence à trotter dans ta tête parce que tout le monde vient rajouter, tout le monde vient rajouter. Ça veut dire que tout le temps, on te ramène à l'histoire et c'est ça qui peut te créer des problèmes de santé dans le terme de soucis, de mélancolie, des stress, des choses comme ça. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas négligeable. Mais je ne sais pas si garder un lourd secret comme ça, un fardeau comme ça, c'est une bonne idée. Je ne sais pas. Et je ne suis pas sûre si vraiment ta famille n'est pas au courant que cette femme-là a marché parce que les gens parlent. Si ce garçon l'avait dit à l'église, le pasteur qui vous a raconté ça ne s'est peut-être pas tué. Peut-être ta famille t'a laissé jurer parce qu'ils te respectent. Ils ont vu que tu as caché, parce qu'on sait les familles comment ils sont. Ils peuvent dire qu'il est en train de cacher cette histoire. Faisons semblant. C'est qu'il a ses raisons, ne les dérangeons pas. Cette histoire-là est choquante. Et aussi, le fait d'avoir pris ta mère chez toi à la maison, ça les a peut-être temporisés, ça les a un peu dosés. Ça peut être partie de tes réactions que ta famille a décidé de ne pas bouger. Parce que moi, je ne pense pas qu'un frère de sang peut divorcer et personne ne sait pourquoi il a divorcé, même s'il l'a caché. Il y aura toujours une fuite. Les gens sauront toujours pourquoi, mais on va dire, ah, il a caché, il ne veut pas qu'on sache, mais nous tous, on sait que c'est ça. Bref, je ne sais pas si tel est le cas, mais c'est que je vais dire merci beaucoup pour le partage. Merci beaucoup pour la confiance.
On va lire les commentaires des papas et des mamans de la team que j'encourage de laisser sur la chaîne et aussi dans la messagerie sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. La olingo ya Nzambe, motima ekipe maloba, ntina ya bomoi na yo, kimia ezali ya solo. Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe, lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza, na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Osungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko, bosembo na yo ezali kaka elikia ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza, na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Osungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko, bosembo na yo ezali kaka elikia ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza, na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Mosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko, bosembo na yo ezali kaka elikia ya motema na ngai. Alleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota, na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa.